Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la review de Raw du 22 mai 2023 et on commence directement le show en backstage avec Cody Rhodes qui marche, mais il va se faire attaquer par Brock Lesnar qui va lui péter le bras avec une poubelle ou un baril, ou je sais plus trop ce que c'était. En tout cas, c'était intense de commencer le show directement avec une bagarre en backstage, enfin surtout Cody Rhodes qui va se faire détruire par Brock Lesnar. Ça rajoute de l'intensité dans la feud et on sent que la WWE veut cacher un petit truc autour de Cody Rhodes, enfin pas cacher réellement, mais peut-être donner une justification au fait qu'il va probablement perdre ce samedi du coup à Night of Champions face à Brock Lesnar. Moi ça me va en vrai si c'est ça, si c'est la justification pour que Cody perde, que ce soit juste il a son bras pété, etc. Parce que par la suite dans l'épisode d'Euro on aura Adam Pearce qui va nous informer que Cody Rhodes a bien le bras cassé à cause de Brock Lesnar. Donc affaire à suivre. Ensuite on a Paul Heyman qui est directement dans le ring pour commencer cet épisode d'Euro. Il va rien rajouter de plus de ce qu'il a pu rajouter précédemment dans les précédents épisodes des Weekly de la WWE. Il va juste nous dire que il a rien à voir avec l'attaque de Brock Lesnar sur Cody Rhodes, assez logique finalement. Il va nous dire encore une fois que Roman Reigns et aussi quoi vont battre Sami Zayn et Kevin Owens à Night of Champions, et que les Usos seront chez eux en regardant la télé, en étant fiers de leur cousin. Et à ce moment-là, du coup, on a Sami Zayn et Kevin Owens qui font leur entrée. Ils viennent couper Paul Heyman, sauf que Paul Heyman lui va partir très très vite. Sami Zayn va dire il a jamais vu quelqu'un partir aussi vite. Mais ça change rien parce que dans tous les cas ils allaient rien leur faire. Ensuite Kevin Owens va prendre la parole en disant que Roman Reigns et aussi quoi ont décidé de dédier leur victoire à Sika et à Fa. Donc Kevin Owens lui aussi il a une petite idée en tête et il a envie de dédier sa victoire avec Sami Zayn au Uso. Donc je trouvais ça intéressant en vrai de tourner autour de ça, même si je trouve qu'il y a toujours un truc qui est pas assez détaché entre Sami Zayn et Jey Uso, et on sent que ça va rester pendant un bon moment. Mais je trouvais ça intéressant, et finalement j'ai quand même développé un petit peu de hype pour ce match par équipe entre Sami Zayn et Kevin Owens contre Roman Reigns et Sikoa. Parce que c'est un grand défi pour eux, c'est leur première grosse défense, limite c'est leur première défense pour les titres depuis qu'ils ont battu les Usos. Ils ont réussi à battre les Usos, maintenant on va voir s'ils vont réussir à battre Roman Reigns et Sikoa. Personnellement, je donne peu de chance pour que ça arrive. Je pense que Roman Reigns va devenir champion, et puis c'est un petit peu comme ça que je vois la suite pour la Bloodline. Après, c'est un petit peu dommage de toujours mettre les titres dans cette histoire-là, surtout que c'est pas nécessaire. Mais je trouve que ça peut rajouter un petit peu plus de prestige au titre. J'avais dit ça un petit peu déjà avant WrestleMania 38 qu'on devait unifier les titres mondiaux. Finalement, c'était une très très mauvaise idée. Mais je trouvais que ça allait donner un petit peu plus de prestige. Après, j'étais pas au courant que Roman Reigns allait être part-timer par la suite. Donc je sais pas, on verra bien. Je suis pas méga inquiet par rapport à ça. Juste un petit peu embêtant si c'est vraiment la fin déjà du règne de Kevin et Sami Zayn. Ça va pas durer très très longtemps. On aurait peut-être pu faire ça un peu plus tard dans l'année, vers SummerSlam ou un truc dans le genre. Même si c'est vrai que si tu fais ça, tu ralentis un petit peu les choses, et je m'en plains souvent. Enfin bref, ensuite on a eu un match entre Ricochet et Bronson Reed. Comme je vous ai dit, on nous a annoncé que Cody Rhodes s'était cassé le bras, etc. On a un match entre Ricochet et Bronson Reed. Justification de ce match-là, c'est que Bronson Reed il est énervé contre Ricochet parce qu'il n'a pas donné l'opportunité d'aller affronter Gunther à Night of Champions dans la Battle Royale, etc. Enfin bref, c'était juste un match qui m'intéressait personnellement. J'avais peur d'un squash de Bronson Reed sur Ricochet. Finalement, pas du tout. Gros match entre les deux. C'était un match sympa, premier match de la soirée. Un super bon match pour commencer le show. Victoire de Bronson Reed qui va remporter le match avec son tsunami. Malheureusement pour Ricochet, mais après Ricochet ça reste un catcheur par équipe pour l'instant. On voit pas souvent Braun Strowman. Je pense qu'il a 2-3 petits trucs à régler au niveau de sa santé par rapport à sa blessure, enfin sa commotion cérébrale qui s'était fait récemment. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir un petit Ricochet en action. J'aime beaucoup Ricochet, j'espère que par la suite il aura d'autres opportunités. Mais là, c'était un super bon match face à Bronson Reed. Ensuite, on a eu la suite de l'interview de Seth Rollins en backstage avec Corey Graves, toujours aussi intéressant. On a eu 2-3 petites images entre AJ Styles et Seth Rollins, puisque maintenant on le sait, ce sera notre main event, même si maintenant la WWE nous annonce ça comme un triple main event. On a eu l'histoire avec Backlash. Moi ça me dérange pas trop en vrai, double main event simple, etc. Je m'en fous. C'est juste que c'est un peu incohérent, et surtout la triple main event quand limite t'as 6 matchs sur la carte, donc t'as la moitié du show qui est en main event, c'est assez bizarre. Et j'espère que c'est pas juste une excuse pour ne pas mettre AJ Styles et Seth Rollins à la fin du show, parce que ce serait juste honteux de mettre quelque chose d'autre à la place, surtout que c'est pas les choses les plus intéressantes. J'ai peur qu'on mettrait Roman Reigns en main event encore une fois. Moi ça voudrait juste dire il y a personne qui peut aller au-dessus de Roman Reigns, c'est juste nul et chiant, et la WWE arrive pas à prendre des risques, c'est dommage, et ce serait juste embêtant. On n'en y est pas encore. Intéressante interview de Seth Rollins qui va parler de Roman Reigns. Corey Graves lui avait posé la question qu'est-ce qu'il pensait du règne de Roman Reigns.
On a Seth Rollins qui dit qu'il aime bien Roman Reigns, mais il n'aime pas le règne de Roman Reigns, et il n'aime pas ce que Roman Reigns est devenu. Il trouve que comment il utilise les titres et comment il fait son règne, c'est juste honteux, et que ce mouvement qu'il est en train de créer en devenant peut-être le premier champion de poids lourd depuis 2013, eh ben, il espère que ce sera ce règne-là qui va faire oublier le règne de Roman Reigns. En tout cas, je trouvais ça méga intéressant. Allez voir cette interview si vous l'avez pas vu. Et on sent qu'il y a un truc qui a envie d'être créé avec Seth Rollins. Pas forcément avec Seth Rollins, mais surtout avec ce titre poids lourd. On sait que la WWE a des gros plans pour ce titre. J'espère que ça va continuer par la suite. On sait que la lignée va être conservée par rapport au titre de 2002 et le titre actuel. Donc ça, tant mieux, c'était la bonne chose à faire. Mais j'espère juste que il y aura quelque chose de sérieux qui sera fait avec ça, et que vraiment ce que Seth Rollins nous raconte sera pas n'importe quoi, et que vraiment ça va nous aider à oublier un petit peu le règne de Roman Reigns qui nous embête un petit peu tous actuellement. Ensuite, on a eu un match rapide entre Candice LeRae et Zoey Stark. Victoire de Zoey Stark qui va remporter le match grâce à une intervention de Nikki Cross. Mais c'était pas une intervention visée sur Candice LeRae, même si ça a été à l'encontre de elle. C'était peut-être pas voulu, j'imagine, ce qui s'est passé avec Nikki Cross et Candice LeRae. Elle est juste venue avec Candice, elle a fait un câlin, ils ont tourné en sautant, enfin bref. Vous voyez ce que je veux dire. Mais victoire de Zoey Stark, tant mieux, elle remporte le match. C'est un petit peu dommage pour Candice LeRae, mais je sais pas du tout vers quoi on part avec cette histoire de Nikki Cross. Candice LeRae qui dure limite depuis le retour de Candice à la WWE. C'est incompréhensible, j'ai envie d'en savoir plus. Malheureusement, on ne donne pas assez de choses, surtout que le match n'était pas très très long. Donc malheureusement, on n'a pas assez de réponses par rapport à ça, et j'espère que par la suite ça va s'arranger, parce que faire quelque chose avec cette division féminine, ça va plus du tout. Ensuite, on a Mustafa Ali qui est en backstage, qui va faire une promo par rapport à son match à Night of Champions. Sauf que là, on a Brock Lesnar qui va l'interrompre. Enfin, il va pas réellement l'interrompre, mais il va juste aller vers le ring. Et il va lâcher une petite phrase à Mustafa Ali avant de faire son entrée. Il va juste dire à Mustafa Ali, faut que tu aies une vie, mon enfant. Donc là, Brock Lesnar fait son entrée vers le ring. Il dit que Cody Rhodes pourra pas catcher ni ce soir, ni à Night of Champions, parce qu'il lui a pété le bras totalement. Donc il va faire un open challenge pour voir qui est chaud pour l'affronter. Sauf que là, on a Cody Rhodes qui fait son entrée avec du coup l'écharpe pour son bras. Il arrive dans le ring, il va se faire attaquer par Brock Lesnar. Il va essayer de se défendre un petit peu avec un bras, mais c'est pas suffisant. Là, Brock Lesnar va lui faire un Kimura sur son bras qui est déjà pété. Ensuite, Cody Rhodes, lui, va hurler de douleur. Du coup, à ce moment-là, Brock Lesnar, il va lâcher. Il va lui mettre un petit coup de pied dans le bras, et puis il va partir. Donc encore une fois, des attaques sur Cody Rhodes, entre Brock Lesnar et Cody Rhodes. Ça rajoute un petit peu plus d'intensité. Ça prend aussi beaucoup de place sur la carte d'Euro, mais en tout cas, moi, ça me satisfait totalement, et j'ai hâte de voir où tout ça peut nous mener. Et j'ai hâte de voir aussi quelle sera l'issue du match à Night of Champions. Ensuite, on a eu un autre petit match par équipe, cette fois-ci entre Alpha Academy, accompagné de Maxine Dupri. Je sais pas pourquoi, je suis jamais tout ce qui se passe entre Maximum Male Models, etc. Même si on les voit souvent à l'écran. Et j'ai pas compris pourquoi Maxine elle est avec Alpha Academy, et de base elle était... Enfin bref, j'ai rien compris. Et du coup, ils affrontaient les Viking Raiders, malheureusement, qui vont perdre ce match-là. Victoire d'Alpha Academy qui remporte le match. Je sais que Triple H aime beaucoup Chad Gable, tout le monde aime beaucoup Chad Gable, mais qui aime cette histoire de Maxine Dupri, Otis, Chad Gable, et surtout qui aime voir les Viking Raiders perdre. Enfin, en vrai, ça fait longtemps que j'ai plus d'intérêt pour les Viking Raiders, même si c'est une équipe que j'aime beaucoup. Mais c'est dommage d'en arriver là et de l'utiliser comme une équipe de jobbers, alors qu'il y a vraiment du potentiel autour d'eux. C'est juste un petit peu décevant. Ensuite, on a eu un autre match ensemble entre Shinsuke Nakamura et Finn Balor. De base, on devait avoir Matt Riddle contre Shinsuke, mais je pense que les plans ont été changés. Comme on devait avoir un match entre JD McDonough et je sais plus qui, mais finalement, on n'a pas eu le temps de le faire. Enfin bref, pas mal de plans qui ont été changés. Finalement, c'est pas des changements de plans qui ont été décevants, c'est plutôt des changements de plans pour rendre le truc un peu plus cohérent. Finalement, c'est Matt Riddle qui est dans le Six-Man Tag Team Match contre Imperium avec Kevin Owens et Sami Zayn. Alors que de base, c'était inversé, on devait avoir Shinsuke Nakamura avec Kevin Owens et Sami Zayn. Ça fait un petit peu d'incohérence, surtout qu'il y a de l'histoire entre personnes là-dedans. Donc finalement, c'est pas plus mal. Le gros match entre Shinsuke Nakamura et Finn Balor que j'ai beaucoup apprécié. Beaucoup d'interventions de Damien Priest pendant ce match-là, mais qui va se faire un petit peu calmer par Shinsuke. Mais victoire de Finn Balor qui va remporter le match face à Shinsuke Nakamura. Donc grosse victoire pour Finn Balor. Limite l'une de ses plus grosses victoires ces derniers temps. Donc ça fait plaisir de le voir remporter ce match-là, et j'espère que par la suite on aura l'occasion de voir Finn Balor un petit peu plus haut dans la carte, même si je raconte ça chaque année. Ensuite, on a eu un autre match ensemble entre Raquel Rodriguez et Sonya Deville, un petit peu même match que la semaine dernière, sauf que la semaine dernière c'était Chelsea Green qui était là-dedans. Et on est là aussi pour construire sur tout ce match qu'on aura la semaine prochaine. Je pensais que c'était cette semaine où du coup on aura des nouvelles championnes par équipe, qui j'imagine seront Shayna Baszler et Ronda Rousey,
qui était pas là ce soir. Mais ce soir, on a eu l'aide de Shotzi Blackheart qui est venu aider Raquel. À chaque fois, je dis Blackheart alors que c'est plus du tout son nom. Elle est venue aider Raquel, elle a fait un bon side dive que j'ai trouvé super bien, donc c'est un bon moment pour elle. Ça fait longtemps que j'ai plus été surpris par Shotzi. Je pense que j'ai jamais été surpris par Shotzi, mais là ça faisait plaisir de voir un side dive bien réussi et pas dangereux comme elle a l'habitude de le faire, même si c'était assez extrême. Enfin bref. Ensuite, on a eu la signature de contrat entre Becky Lynch et Trish Stratus. J'ai pas trouvé ça méga intéressant. Ça commence à m'ennuyer un petit peu cette feud qui dure depuis pas très longtemps d'ailleurs. Enfin, quand même depuis WrestleMania, mais ça m'intéresse pas du tout. Et en plus, on va s'en manger jusqu'à SummerSlam, donc c'est un petit peu chiant. Vraiment pas intéressant, j'ai trouvé cette signature de contrat. Juste toujours pareil. Trish Stratus qui dit que c'est sa première signature de contrat avec Becky Lynch. Elle a eu l'occasion d'en faire plusieurs. Et que si elle a eu l'occasion d'en faire plusieurs, c'est grâce à elle, parce que c'est elle qui a forgé toute cette division féminine. Enfin bref. Pas intéressant et je trouvais Trish Stratus pas très crédible dans ce qu'elle racontait et Trish Stratus en heel ça m'intéresse pas réellement, tout comme cette storyline qui m'intéresse pas du tout. J'ai juste hâte de voir, enfin pas réellement hâte mais curieux de voir ce match là à Night of Champions, que je pense va être un petit peu humiliant. D'ailleurs ça colle bien avec ce que Becky Lynch a raconté à la fin de sa promo, parce qu'elle va dire que Night of Champions ça va être très humiliant pour Trish Stratus et que elle lui souhaite la bienvenue dans le big time. Donc je sais pas si Becky Lynch va dériver vers son ancien personnage de Big Time Bex, j'espère pas, même si c'est un petit peu le mieux qu'il y a eu de Becky Lynch de ces derniers temps. Après voilà, on verra bien, je suis pas méga intrigué par tout ça. Becky Lynch, j'ai plus trop la tâche que j'avais avec elle à l'époque de sa renaissance, on va dire en 2019. Et Trish Stratus, je comprends pas actuellement, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle vient faire et j'ai peur que ce soit très très décevant. Enfin bref, ensuite on a eu un autre match ensemble entre Dominic Mysterio et Apollo Crews. Dominic Mysterio qui va remporter son match face à Apollo Crews. Dominic Mysterio lui remporte tous ces matchs là. J'aurais peut-être bien aimé une victoire d'Apollo Crews à ce moment-là, parce que c'est un petit peu dommage de l'avoir call-up si c'est pour faire ça. Apollo Crews c'est pas le mec le plus établi non plus du main roster et même de la WWE en général. Mais quand même, tu le fais aller à NXT pour le reconstruire, tu le fais revenir et tu le fais perdre tout le temps. Ce serait un petit peu ridicule et dommage, mais victoire de Dominic Mysterio, c'est bien pour lui. Après, est-ce que c'est une bonne manière de construire de nouvelles stars en leur donnant que des victoires? Je sais pas. Moi personnellement, c'est pas la solution vers laquelle j'opterais pour construire de nouvelles stars. Si toujours t'es jamais face à l'adversité, toujours les victoires devant toi, c'est pas une bonne manière, je trouve, de pêcher des superstars, et la WWE fait que ça malheureusement ces dernières années, donc on verra bien. Et enfin on passe au main event, mais c'est pas tout parce qu'il y a un segment juste après le main event. Du coup, Six Man Tag Team match entre Imperium, Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle qui affrontent du coup Imperium. Match intéressant, match fun, mais pas match nécessaire, je trouve. Après, ça fait un bon petit match pour Monday Night Raw. Je trouve que le in-ring était plutôt bon, bonne mise en avant de tout le monde dans ce match-là. J'ai bien aimé le finish aussi, même si c'est Giovanni Vinci qui se prend le finish tout le temps à chaque fois. Grosse défaite quand même pour Imperium, même si ça reste les champions par équipe en face et ils ont besoin d'une victoire avant d'aller affronter Kevin Owens et Sami Zayn. Donc c'est la cohérence qui prend le dessus à ce moment-là. Je suis content par rapport à ça. À la fin, on a Matt Riddle qui va faire son floating bro sur Gunther qui fait du coup un coquina clutch, si je peux dire ça comme ça, sur Sami Zayn, je crois. Mais Gunther il va pas trop vendre ce floating bro de Matt Riddle, malheureusement. Ensuite, on aura Giovanni Vinci qui va rentrer dans le ring et qui sera l'homme légal à ce moment-là. Il va vouloir faire une diagonale sur Sami Zayn, mais Sami Zayn maintenant il aime beaucoup faire ce move-là. Il va repartir directement pour faire son Ilva Kick et je trouvais ça intéressant, j'aime beaucoup. Je crois que c'est la même manière qu'il avait remporté le titre face à Neville à l'époque de NXT. C'est sur une diagonale avec le Ilva Kick, mais directement en contre direct. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais n'hésitez pas à aller voir le match pour voir ce que je veux dire un tout petit peu mieux. Mais du coup voilà, victoire de Kevin Owens, Sami Zayn et Matt Riddle qui remportent le match là et qui repartent fort pour du coup aller affronter la Bloodline, on va dire, à Night of Champions. Pas pour Matt Riddle, mais je pense que Matt Riddle lui va se diriger vers le titre intercontinental, vers Money in the Bank ou un truc dans le genre. D'ailleurs en parlant de Money in the Bank, la semaine prochaine on commencera du coup les matchs de qualification pour Money in the Bank à Raw. Je sais pas si ce sera pareil à SmackDown, mais en tout cas on va voir qui va pouvoir être qualifié et ça reste intéressant. Même si depuis 2-3 ans là, enfin surtout l'année dernière, j'étais très déçu par les gens qui étaient qualifiés. Madcap Moss Omos, ah ouais ça rime bien. C'était bien dégueulasse. Et enfin on termine du coup le show, on a Cody Rhodes qui est en backstage dans sa loge, il y a quelqu'un qui va frapper à la porte, il va être un petit peu énervé forcément parce qu'il a pas envie du coup de pas catcher Night of Champions, il s'est fait péter le bras.
Et là, Cody Rhodes, il est juste énervé. Sauf que c'est Triple H qui va rentrer dans la loge de Cody Rhodes. Il va essayer de dissuader Cody Rhodes en lui disant ne catch pas à Night of Champions, t'as le bras pété, je t'ai vu affronter Seth Rollins avec le pec cassé, mais c'est une autre histoire. T'as perdu une année de catch en faisant ça, donc faut pas que tu le fasses, faut que tu te rétablisses. Il essaye vraiment de donner des conseils à Cody Rhodes en lui disant n'y va pas, ça va pas être bon pour toi et faut vraiment pas que tu le fasses. Mais Cody Rhodes, lui, il veut pas être un lâche, il veut pas être revenir et se la jouer lâche. Donc même histoire que l'année dernière, même si c'était pas vraiment prévu l'année dernière, alors cette fois-ci c'est prévu. Cody Rhodes veut quand même aller affronter Brock Lesnar. Il dit qu'il a perdu une année et que c'est une année perdue dans sa vie et que c'est terrible pour lui. Et il veut pas être un lâche, il veut aller à Night of Champions, il veut se battre contre Brock Lesnar. Et il ira à Night of Champions et il va se battre avec Brock Lesnar. Et là, Triple H termine en lui faisant juste une petite tape sur l'épaule, en souriant comme si c'est ça mon poulain, c'est vas-y, donne-toi à fond. Enfin bref, vous avez compris. Par contre, j'ai vu 2-3 petites rumeurs sur internet qui m'ont fait assez rire parce que je pense pas que ça arrivera. Et ça m'étonnerait réellement que la WWE se dirige à une complexité pareille alors que ces dernières années, le booking c'est plutôt des lignes droites et il n'y a pas réellement de complexité là-dedans ou de profondeur, surtout ces dernières semaines où vraiment la profondeur est perdue. Mais les gens pensent du coup que peut-être serait Triple H qui a envoyé Brock Lesnar attaquer Cody Rhodes, surtout que Brock Lesnar il a donné aucune information sur le pourquoi du comment il a attaqué Cody Rhodes. Donc peut-être que ce serait Triple H qui a envoyé Brock Lesnar. Je sais pas. En vrai c'est intéressant et je trouverais ça super intéressant que ce soit réellement ça. Mais le seul problème c'est que on a vu la même chose en 2017 avec Seth Rollins, c'était super intéressant. C'est Samoa Joe qui attaque Seth Rollins. Bon, c'est pas la même histoire, mais tu vois que Triple H, il envoie des gens pour s'occuper de Seth Rollins, il envoie ses poulains pour s'occuper de Seth Rollins, mais finalement, ça se termine sur un match entre Triple H et Seth Rollins à WrestleMania 33. Et là, je vois pas un match entre Cody Rhodes et Triple H, même si ça aurait été méga intéressant, mais c'est la fin de la carrière de Triple H. C'est assez dangereux pour lui de revenir sur le ring, surtout après ses problèmes de cœur. Il peut vraiment se passer des choses pas bien, donc impossible clairement de voir Triple H recatcher en 2023. Donc je pense pas que ça arrive, je pense pas que cette rumeur soit vraie. Et je pense juste que Brock Lesnar, ils ont pas trouvé de justification pour attaquer Cody Rhodes. Juste ils avaient envie de lancer Cody Rhodes face à Brock Lesnar. Mais par contre, ce qui reste intéressant, c'est qu'on reste toujours dans cette symétrie avec l'histoire de Cody Rhodes et l'histoire qu'on avait pu avoir avec Cena à l'époque 2012 où Cena elle allait faire face à des moments difficiles, notamment affronter Brock Lesnar. Et on avait Edge à ce moment-là qui venait raisonner un petit peu John Cena en lui disant t'es pas le John Cena que j'ai connu, t'es pas le John Cena qui m'a battu à plusieurs reprises, t'es pas le John Cena que tout le monde connaît, que tout le monde veut voir. Et là, c'est un petit peu pareil avec Triple H. On va peut-être avoir cette même histoire-là avec peut-être Randy Orton qui viendra conseiller Cody Rhodes. Je sais pas, mais on voit que la WWE a vraiment bien calculé ça. Il veut faire un petit peu la même histoire entre Cody Rhodes et entre l'histoire de John Cena qu'il y a eu à l'époque. C'est très très calculé et je trouve ça pas culotté, mais je trouve ça vraiment intéressant que la WWE ait décidé de se lancer vers un truc comme ça. Après, faut pas non plus que ce soit tout pareil. J'ai envie de voir des choses différentes aussi, mais je trouve ça méga intéressant. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode de Raw. Je trouve que le Raw était super intéressant et on a bien avancé. Dernier Raw avant Night of Champions. Ça nous a donné pas mal de réponses et pas mal de hype par rapport aux autres matchs. Par contre, il y a quelques matchs qui n'ont pas été plus construits que ça. Gunther Mustafa Ali, Natalia Rhea Ripley. Bon, enfin bref, je vais pas parler de tous ces matchs-là qui sont pas méga construits. Juste hâte quand même de voir ce match, de voir ce show-là, pas ce match-là en particulier, mais voir ce show et j'espère que ce sera un super bon show. Donnez-moi votre avis par rapport à cet épisode de Raw dans les commentaires et d'ici là, je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas, tant que catch à l'espoir. Bisous bisous.